Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Quelle joie d'être de retour devant ce micro pour enregistrer la première introduction du premier épisode de la saison 2 de Terres Intimes. Ça fait maintenant plus de 11 mois que ce podcast est en pause. J'ai cru à un moment donné que je n'y arriverais jamais, mais je suis tellement heureuse d'être là. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre patience, vos messages de soutien et votre excitation à l'idée que Terres Intimes reprenne. Je sais pas si sans vous, sans vos mots, j'aurais réussi à rallumer le flambeau. Si j'ai pris autant de temps, c'est que j'ai été un petit peu dépassée par les événements en 2022. Nouveaux projets, fac, examens, musique, chant, boulot principalement, séparation un peu quand même. J'ai pas vraiment trouvé le temps de me remettre à ce podcast, mais je pense que je ne savais pas comment revenir. C'est un peu bateau de dire ça, mais je savais pas qui j'étais ou en tout cas avec quel moi, quelle partie de moi je voulais revenir. Qu'est-ce que j'avais envie de mettre en avant ? Est-ce que j'avais envie de faire les mêmes interviews ou est-ce que je voulais apporter autre chose ? Donc j'ai pris un peu de temps et je me suis lancée. Le cœur de Terres Intimes ne change pas. Je pars toujours à la découverte des corps, des intimités, des sexualités et des amours. Je pense juste que l'énergie a changé, a évolué, et peut-être que vous l'entendrez, ou peut-être que vous l'entendrez pas. Quoi qu'il en soit, le bonheur d'être là, devant ce micro, est immense. Je souhaite aussi remercier Déborah, qui fait les portraits des invités, Théo, l'ingénieur son qui mixe les épisodes depuis son île de beauté, et Didier à la musique. Je les remercie pour leur participation, leur engouement et leur soutien infaillible dans cette aventure. Elle serait clairement impossible sans eux, alors merci de vous être lancés à nouveau avec moi. Pour ce premier épisode, j'ai invité Coraline. Coraline, c'est un peu comme un feu follet. C'est une bombe de talent, de joie, d'intelligence, de sensibilité, de créativité et d'amour. Prendre un verre avec Coraline pour parler boulot, ça finit en 5 minutes de conversation sur le travail et 3 heures de conversation sur nos relations, nos ressentis, nos dernières prises de conscience et 4 assiettes de tapas consommées avec passion. Avec ses cheveux foncés et ses yeux clairs, son manteau à paillettes et son sourire éclatant, Coraline est arrivée chez moi un mercredi après-midi. Trempée à cause de la pluie, elle a enfilé l'un de mes t-shirts et nous nous sommes installés autour d'un gros goûter. Notre conversation a duré 2 heures et vous aurez donc l'interview de Coraline en 2 parties. Parce que déjà c'était trop difficile de tout couper et ensuite, après 11 mois de pause, on va pas commencer à se restreindre. Dans cette première partie, nous parlons de comment elle a grandi, de sa vision de la sexualité plus jeune, de séduction, de désir, de besoin de validation extérieure, de son rapport au corps et de ses premières expériences. C'est parti. Bonjour Coraline. Bonjour Juliette. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de te recevoir chez moi pour cette interview qui va lancer la saison 2 de Terres Intimes. Pour les auditeurs et les auditrices, ça fait pas mal de temps que j'ai envie de lancer cette saison 2. Cette année a été un peu remplie. Plein de choses qui ont fait que je me suis posé encore plus de questions sur les relations, sur l'amour, sur la sexualité. Et donc, j'ai invité des personnes qui, je pense, vont m'aider à répondre à ces questions et j'espère que ça va vous plaire. Donc, Coraline, t'es la première invitée de la saison 2 de Terres Intimes. J'ai la première question de Terres Intimes qui est toujours la même. À quel âge est-ce que tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? J'ai mis énormément de temps à réussir à me souvenir de quand est-ce que c'était. Parce que du coup, j'ai grave préparé cette interview. D'ailleurs, t'as pris grave une voix de podcast. Du coup, je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut que je prenne une voix de podcast pour parler ? Je suis un peu angoissée. Non, tu prends ta voix naturelle. Ok. Non, c'était un mélange entre le téléphone rose et le JT. C'était vraiment genre pas mal. Du coup, j'ai l'impression... bref, oui, du coup, j'ai grave préparé cette interview parce que je suis extrêmement sérieuse. Du coup, dans le métro tout à l'heure en venant. Mais j'ai réussi à répondre à cette question. Et en gros, alors le moment où j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur la sexualité, je crois que c'était assez tard. Genre vraiment tard. Genre en 4e. Je sais pas trop quel âge on a en 4e. Ou en 3e. Je sais pas, ouais. Enfin, je savais que ça existait, etc. Mais genre des questions précises. Vraiment pas avant ça. Et en fait, c'est venu parce que j'ai une amie à moi qui a eu son premier copain. Et en fait, elle nous racontait grave sa vie. Du coup, c'était super. Enfin, je trouvais ça trop cool. Moi, j'adore les potins, les ragots, etc. Mais du coup, c'était trop bizarre parce que c'était la première fois que j'avais une amie qui avait un copain et qu'elle vivait des choses sexuelles avec lui.
Et du coup, en gros, elle découvrait sa sexualité avec ce garçon, elle nous racontait un peu comment ça se passait, etc. Et genre, moi, je me souviens que genre, c'était trop étrange parce que je trouvais ça à la fois fou et en même temps hyper effrayant. Enfin, fou dans le sens, waouh, hyper excitant, incroyable. Et en même temps, ça me faisait trop peur. Genre, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Elle utilisait des mots que je comprenais pas, genre... elle a dû employer le mot fellation et vraiment je ne comprenais pas. À cette époque, on n'avait pas le même réflexe des recherches Google. Du coup, j'ai pas fait de recherche. Juste, je crois que je faisais un peu genre, j'avais capté de quoi elle parlait, mais je savais pas du tout de quoi elle parlait. Et genre après, en expliquant, en faisant un peu plus de détails, en donnant plus de détails, du coup, je comprenais de quoi elle parlait. Mais vraiment, j'avais une espèce de sensation d'inconnu total et de non-compréhension de la chose. Et en même temps, une grande sensation de curiosité. Genre, je me souviens que du coup, j'étais presque un peu jalouse, je me disais, waouh, elle a l'air de découvrir un truc de ouf. Genre, moi, j'aimerais trop avoir une personne comme ça avec qui je pourrais faire toutes ces découvertes, ça a l'air fou. Et ça avait l'air hyper intense comme relation, en plus, un peu un délire, genre premier amour, vas-y, on découvre le cul ensemble, c'est incroyable, trop stylé. Et je me disais, mais je veux trop ça, moi aussi, tout en n'ayant aucune idée de ce que c'était. C'est ça qui était un peu paradoxal. Genre, j'avais grave envie de vivre ça, mais pourtant, j'avais jamais ressenti le moindre désir sexuel pour qui que ce soit. Tu pouvais poser des questions à quelqu'un sur la sexualité, justement, quand t'as commencé à découvrir. Tu t'es tournée vers quoi pour en savoir plus ? Plus, du coup, je pense vers mes amis. Je crois que j'aurais vraiment pu avec mes parents. Enfin, mes parents n'étaient pas du tout fermés à ce genre de sujet, mais ça venait plus de moi. Je pense que j'ai eu très tard des conversations sur la sexualité avec mes parents. Enfin, parce que eux n'ont pas initié ce sujet, et moi non plus. Très honnêtement, j'en avais pas du tout envie. Genre, déjà, j'en parlais pas avec mes potes. Enfin, c'était pas forcément un truc qui était tabou, mais c'est juste que j'avais pas... Moi, je ressentais pas l'envie avec eux. Mais par contre, du coup, ça a commencé un peu avec cette histoire-là. En fait, les questions, elles sont un peu arrivées avec les expériences que mes amis ont eues. Et du coup, je leur posais des questions. J'étais hyper intriguée. Genre, plus on me racontait des trucs, plus j'essayais de comprendre. Et je posais pas vraiment des questions sur moi. C'était plus des questions sur qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi vous faites ça. Ça a l'air bizarre. Ça a l'air super bizarre ce que vous faites. Je ne comprends pas pourquoi vous mettez ça dans votre bouche. C'est quoi le del? Non, genre vraiment, je trouvais ça hyper bizarre. Et en même temps, j'étais intriguée. Genre, je me dis, putain, on en fait toute une histoire, ça a l'air fou. Donc, ça a l'air super de mettre un pénis dans sa bouche. Pardon. Non, mais genre vraiment, de loin, ça a l'air fou. Et je comprenais pas trop pourquoi. Du coup, je posais grave des questions à mes amis à partir du collège, lycée. C'était des sujets qui étaient pas tellement tabous, je trouve. Et donc, t'en es arrivée là avec cette idée de la fellation assez particulière parce que tu comprenais pas. Mais t'avais quel bagage à l'intérieur de toi ? C'est-à-dire que t'as grandi avec quelle vision de la sexualité dans ta famille ? Je dirais que... j'ai du mal à me créer un imaginaire autour de ma famille. Je pense que ça n'a jamais trop été un sujet. Je pense que tout ce que j'ai connu de la sexualité, c'était plus lié à la pop culture, que sais-je, genre les films, les musiques... les livres, les histoires, c'est plus à travers ça en fait que j'ai découvert ça. Et en fait, je crois que j'ai grandi vraiment avec une vision très très positive de la chose. C'est-à-dire que je me disais, ce truc a l'air incroyable. Genre vraiment, je me souviens que ça m'arrivait même justement après cette histoire où une de mes potes m'avait parlé au collège du fait que elle avait rencontré un mec, qu'elle avait fait sa première fois, qu'ils expérimentaient plein de choses. Je me souviens que du coup, j'avais un peu cette jalousie de j'aimerais trop vivre ça aussi. Et en fait... j'avais réussi un peu à me rassurer, genre en manipulant mon cerveau, en me disant « Attends, dis-toi plutôt que c'est ouf. Ok, tu l'as pas fait, mais ça veut dire que t'as genre encore tellement de choses à découvrir de la vie. C'est incroyable !» Et genre, je me souviens que j'ai souvent eu cette pensée qui m'est revenue en tête dans les moments où je me disais « Ah, j'ai pas eu de copains encore, j'ai jamais trop eu d'histoire avec des gens, alors que je voyais tout le monde qui faisait des trucs. » Du coup, j'ai essayé de me rassurer toute seule en me disant « T'inquiète, meuf, t'as encore mais tellement de choses à découvrir de la vie, c'est ouf. » Je me disais ça aussi pour le fait d'être bourré ou défoncé d'air. Je sais pas. Moment prévention, santé. Non. Ne buvez pas trop d'alcool, ne prenez pas trop de drogue. Mais bref, ouais, non, en fait, juste, c'était un truc qui me rendait hyper curieuse et j'avais une vision très positive. Genre, je voyais ça vraiment comme un truc hyper sympa. Une expérience à la fois un peu folle, où genre, tu pouvais vivre des trucs hyper rigolos avec des gens et en même temps, je reliais ça pas mal à l'amour aussi, où du coup je me disais, ça c'est quand j'aurai un amoureux, je vais faire l'amour avec, ça va être incroyable. Et pas que, je me rendais compte qu'on pouvait dissocier, qu'on n'était pas forcément obligé d'être amoureux pour coucher avec quelqu'un, mais j'avais un peu ces deux visions-là, et toujours un truc très positif, je crois. Est-ce que tu pourrais me parler, en quelques mots, de comment s'est passée ta première fois, c'est-à-dire ce que toi tu considères être ta première fois ?
Alors, c'était vraiment très nul. Alors attention, genre, c'est le moment où du coup c'est pas marrant, c'est pas une histoire dramatique, mais c'est une manière nulle de commencer sa sexualité, je pense, parce que je me suis sentie un peu enfin je sais pas si ça se conjugue comme ça. J'ai l'impression qu'on m'a utilisé quoi. Ouais, je me suis sentie un peu utilisée en fait, parce que en gros ça se passait après le lycée, c'était avec un garçon avec qui j'étais devenue très pote au lycée. Et en fait, petit à petit, on a compris qu'on se plaisait un peu. Il avait évoqué le fait qu'il avait super envie de coucher avec moi. Et je le trouvais très joli. Je me suis dit, oh, bah, rigolo, en plus, il est sympa. Et j'étais pas forcément dans une optique de faire ma première fois avec quelqu'un dont j'étais amoureuse. De toute façon, je n'avais pas de copain. Et vraiment, je crois qu'à ce moment-là, je me disais aussi... J'avais un peu ce truc de j'ai envie d'avoir fait cette première fois pour pouvoir vivre d'autres trucs. Genre, je me sentais handicapée de pas l'avoir faite. Ce qui est très con, hein, d'ailleurs, mais... Je me souviens que j'avais vraiment ce sentiment de j'aimerais bien que ce soit fait, genre hop là, c'est bouclé, c'est plié, maintenant je peux vivre ma life. Et du coup, ce garçon me proposait ça. Enfin, vraiment, on avait discuté clairement du fait qu'on aimerait bien que ça arrive. Limite, enfin, c'était pas du tout genre on se séduisait ou quoi, c'était genre texto, ok, on se plaît, on va coucher ensemble un jour. Et du coup, ce jour est arrivé. Et bon, l'expérience en soi était nulle, genre vraiment très nulle, dans le sens où il y avait absolument aucune tendresse, aucun... je vais pas dire amour, parce que c'était pas trop la question, mais disons que je me suis pas du tout sentie aimée, ni même juste considérée à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était vraiment une fin de soirée bourrée, le mec débarque, on s'est même pas embrassé du tout. Genre, c'était vraiment très très nul. C'était en mode, on faisait des choses sexuelles, parce qu'il m'expliquait un peu qu'est-ce qu'on devait faire, mais j'avais l'impression de faire un workshop, mais avec une personne hyper désagréable. Enfin, pas désagréable, mais juste pas sympa en fait, c'est-à-dire que c'était un peu ok, donc on va faire ça. Et ce qui était particulier, c'est qu'il respectait mon consentement dans le sens où c'était toujours genre sous la forme de questions, je me souviens, c'est-à-dire qu'il me disait est-ce que tu veux faire ça, est-ce que tu veux faire ça, mais forcément évidemment je disais bah oui, de toute façon genre c'est-à-dire que c'était ma seule référence en termes de sexualité, donc en fait j'ai concrètement fait ce qu'il me proposait de faire et j'avais pas de limite dans ma tête, j'ai rien fait de dingue du tout, hein, c'était les bases du truc. Mais du coup, c'était vraiment... Enfin, c'est pas très sexy, quoi. C'est-à-dire que je pense que je ressentais même pas particulièrement de désir pour lui. J'étais plus genre... Exploration, ce qui peut être ok en soi. Mais c'est juste que là, du coup, c'était exploration, mais sans âme, quoi. Genre, vraiment, c'était non, vraiment, c'était à chier, quoi. Ouais. Et en fait, bon, déjà, ça, l'expérience en soi était vraiment nulle. Mais surtout, c'est la suite qui a été encore plus à chier. Parce que, en fait, il s'avère que moi, à ce stade-là, quand on a couché ensemble... J'avais l'impression que c'était vraiment un ami. Enfin, vraiment, je m'étais dit, ce mec, c'est mon pote, enfin, c'est mon gars sûr, c'est cool. Et sauf qu'en fait, après que ce truc-là soit arrivé, on était en vacances avec des potes à ce moment-là en plus, genre déjà, il a totalement arrêté de me calculer, mais direct après ce truc. C'est-à-dire que genre, ça c'est fini, je suis retournée dormir dans ma chambre, lui aussi, genre, mais zéro tendresse, affection ou quoi. Et après, il m'a juste tout simplement ignoré. Et en plus, on était avec des potes communs, du coup, j'étais en mode putain, tout le monde va être au courant de ce qui s'est passé. Genre, j'étais en mode genre, je me sentais, genre, j'avais l'impression vraiment d'être ambiance la salope du lycée, tu vois. Alors que, bah, franchement, non, avec du recul, je pense que c'est plutôt lui le connard du lycée. Mais du coup, je me sentais déjà trop mal, je culpabilisais, moi, d'avoir fait ça. Et lui, apparemment, s'en battait les couilles. Et du coup, a totalement arrêté de me considérer une fois que ce truc-là a été fait. Et ce que j'ai pas du tout apprécié, bon déjà ça c'est pas sympa, mais c'est qu'en fait il m'avait vraiment vendu le truc avant comme on va explorer ensemble la sexualité, je vais te montrer des trucs, je le voyais un peu comme mon mentor, on allait vivre des trucs cool. Et c'est pas du tout ce qui s'est... Et en fait je sais pas, j'en ai reparlé pas mal avec lui en fait, parce que bon après ça il se passait d'autres trucs, après moi on s'est revus plus ou moins, mais il me parlait à peine, et moi je sais que j'avais envie de le revoir parce que je voulais pas m'arrêter là-dessus, je trouvais ça à chier. Et en même temps je me rendais compte que c'était pas un mec ouf. Et en même temps, c'était particulier parce que j'essayais de me convaincre qu'en fait, c'était pas grave, c'était hyper funky, de baiser un peu bourré à la fin d'une soirée pour sa première fois, c'est super drôle. Et bon, bref, plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, c'était vraiment pas dingue. Et du coup, j'ai réussi à pas mal lui en parler. L'année d'après, je pense, on gardait un peu contact, je lui en ai parlé. Et il a réalisé que c'était effectivement pas ouf. Et même beaucoup plus tard, genre il y a quelques années, j'ai dû lui renvoyer un message en lui disant « Eh mec, en fait, ce que t'as fait, c'est vraiment de la merde. » Et genre, je lui ai vraiment dit tout ce que je pensais, etc. Et lui aussi avait pris du recul sur ce qu'il avait fait et admis qu'effectivement, il s'était vraiment comporté comme une merde, que il était... effectivement, il y avait une part de lui qui m'avait utilisé et qui savait très bien ce qu'il faisait et qu'en fait, là, à ce stade-là, ça l'intéressait de coucher avec moi, mais clairement pas plus. Et que du coup, voilà, c'était un moyen d'avoir ce qu'il voulait, quoi.
Mais en soi, ça va dans le sens où, enfin, c'est très nul du coup comme première expérience. Mais ça, j'ai grave réussi à pardonner le fait qu'il s'est comporté comme un gros con parce que, enfin, plus après coup, on va dire, parce que j'ai réalisé qu'en fait, le gros problème de tout ça de base, au-delà du fait que lui soit mal comporté, c'est vraiment genre l'éducation sexuelle totalement inexistante qui pousse les gens à agir de ce genre de manière. Bon, après, même des gens qui sont pas éduqués sexuellement peuvent avoir une part d'humanité en eux que lui n'avait clairement pas à ce moment-là. Mais du coup, j'ai réussi un peu à pardonner le truc en me disant, bah en fait, ça me semble hyper logique que des mecs se retrouvent à faire ça, vu tout l'imaginaire que t'as autour de la sexualité, vu comment c'est vu tout ce qui est lié à la vision hétéronormée de la sexualité, c'est en fait basique et c'est même normal que moi, j'ai cru que c'était possible que ça se passe comme ça en fait. Justement, tu m'as dit qu'à cette époque, tu utilisais les codes de la société que tu avais appris pour séduire, être dans la connexion avec les hommes. Après, tu m'as dit que tu n'en avais pas spécialement conscience à l'époque, mais en tout cas, tu utilisais ces codes. C'était quoi pour toi être dans la séduction, être aimé? C'était quoi ces codes en fait? Oui, tout à fait, Juliette. Excellente analyse. Non, c'est vrai. En fait, je ne l'ai pas du tout conscientisé sur le moment. Mais je sais que j'ai vraiment eu, je pense, tout le collège où j'étais un peu en dehors de toute socialisation parce que j'étais en sport-études. Du coup, c'était particulier, on va dire, comme enseignement et comme vie sociale que tu peux avoir au collège parce que du coup, t'es vraiment hyper isolé. T'es dans un groupe avec des gens, tu fais du sport H24 et tout ce qui est relations sociales, tu te fais des potes, etc. Alors, pas du tout. Enfin, on était potes entre nous, mais du coup, c'est comme si on était dans une bulle à part et qu'on n'évoluait pas. Enfin, tout mon collège, du coup, j'ai pas du tout évolué dans mes interactions sociales avec les gens. J'ai pas respiré. Faut que je pense à respirer quand je parle, c'est hyper important. Et bref, et du coup, bon, ça encore une fois, c'est une analyse avec du recul, hein, je le conscientisais pas du tout à ce moment-là. Mais du coup, quand je suis arrivée au lycée, j'étais un peu genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, là, c'était genre, là, j'étais totalement plongée dans la vie du lycée, donc, j'étais pas du tout à part, j'étais dedans et fallait que j'y prenne part. Et je comprenais pas trop comment ça se passait. Enfin, j'avais l'impression d'avoir raté 12 épisodes, 12 saisons même. Genre vraiment, j'étais à l'ouest. Et enfin, pareil avec ma sœur, on était un peu dans la même situation parce qu'elle avait vécu exactement pareil. Et du coup, on se faisait des potes, etc. C'était cool. Mais alors là, tout ce qui était relations amoureuses, sexuelles ou quoi, alors là, mais c'était vraiment à des millénaires de nous arriver. Enfin, ça me semblait hyper absurde, quoi. Et du coup, je pense que ça a dû arriver peut-être à partir de la première, on a commencé, je sais plus trop comment ça s'est fait, je pense que c'est juste parce qu'on a commencé à faire des soirées, à boire de l'alcool, être un peu foufou, faire des trucs dingos. Où là, du coup, il y a eu des petits moments de séduction qui sont arrivés avec des garçons et où en fait, j'ai le souvenir que c'était des moments où je me sentais genre vraiment exister. C'est-à-dire que moi qui étais une meuf, j'avais des potes, mais j'étais un peu transparente, Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, le fait d'être dans une situation de séduction avec un garçon, ça me donnait la sensation de plus exister, en fait. Parce que d'un coup, une personne m'accordait de l'attention, je sentais que la personne attendait quelque chose de moi, c'est-à-dire genre me pécho, même si c'était juste m'embrasser ou quoi, des trucs comme ça. Du coup, en fait, je sentais cet intérêt que la personne avait pour moi, et j'ai commencé à me dire, sympa ça. Genre, je trouvais ça vraiment cool. Je me disais, ah ok, ça c'est un petit peu le sel de la vie, c'est rigolo. Genre, tu te sens plus exister, t'as l'impression d'avoir de la valeur. Donc, j'ai commencé à assimiler un peu tous ces trucs-là et à me dire, ok, donc quand je suis dans cette situation, je vais un peu plaire à cette personne. Donc, j'ai commencé à être plus à essayer de me pimper, être un peu fraîche, me dire, ah ok, enfin, un peu plus instrumentaliser la séduction, en fait. Prendre conscience de quels étaient mes atouts, entre guillemets, genre dans le game de la séduction, et du coup les utiliser pour satisfaire mon ego, en quelque sorte, on va dire. Et en fait, là, je dis mon ego, mais c'est un peu une interprétation biaisée, dans le sens où, maintenant que j'ai pris du recul, en fait, c'est pas tellement une question d'ego. Enfin, si, mais disons que mon ego, en fait, c'était ma manière de sentir que j'avais de la valeur pour les autres, et ce truc-là, c'était complètement calqué sur qu'est-ce que la société attend des meufs dans le game de la séduction, en fait, de manière générale. C'est-à-dire que ce qui se passait à ce moment-là, en fait, et là je dis tout ça, genre vraiment, je m'en suis pas rendu compte sur le moment du tout, c'est vraiment moi, aujourd'hui, qui fait cette analyse, mais c'était plus un truc de, en fait, j'avais envie de me sentir exister dans le cadre d'une société où on apprend aux meufs à devenir des objets de désir, en fait. Et que si tu te comportes comme il faut, t'auras ta place, en fait, dans ce monde-là. Et en fait, c'est ça qui a fait que je suis petit à petit, en fait, devenue comme dépendante, en fait, de ce regard des autres.
et que j'ai commencé à instrumentaliser ce truc-là, en fait, et à partir dans des trucs qui peuvent être très malsains de m'auto-sexualiser, en fait, pour me sentir aimée, en fait. Et quand tu as commencé à avoir des relations sexuelles avec des personnes, est-ce que le sexe est venu jouer un rôle aussi dans ce fait d'avoir envie d'être rassurée, d'être aimée? Est-ce que le sexe est devenu une sorte d'outil pour te rassurer? Alors, je dirais pas que c'est allé jusque-là, parce que j'ai pas... En fait, c'est rarement allé jusqu'au fait de coucher avec des gens. Je crois que j'ai jamais couché avec des gens dans le but de rassurer mon ego. Disons que c'est plus... j'assimile plus ça à des situations de flirt, on va dire. Mais en tout cas, oui, j'ai souvent eu envie de plaire, je pense, dans ce but-là. Mais je pense que ça s'arrête vraiment au fait de sentir que tu plais à quelqu'un. Tu m'as dit que tu avais été beaucoup influencée par la recherche du conte de fées, du prince charmant, de l'amour, et que le sexe venait quand même jouer un rôle dans cette recherche d'amour. Je capte où tu veux en venir. Oui, oui, en fait... Non, c'est ça, c'est en fait dans le fait de plaire, où en fait j'assimilais pas mal, surtout au lycée, le fait de plaire à quelqu'un au fait d'être aimé, comme si je confondais un peu tout, genre ok, je vais plaire à cette personne, il va avoir envie de coucher avec moi, du coup je vais un peu me sentir aimée, et du coup il y avait un truc de je me disais cool, si je couche avec quelqu'un, en fait ça veut dire qu'il m'aime, enfin débile un peu comme raisonnement, mais du coup il y avait vachement ce truc là qui rentrait en jeu. Je voulais faire le lien avec ta question, mais j'ai le conte de fées, le prince charmant, et comment le sexe est venu s'implanter un peu dans cette recherche d'amour. Oui, c'est comme si je me disais, parce qu'en fait, à ce moment-là, au lycée, je crois que j'avais pas forcément envie de coucher avec des gens, j'avais vraiment envie d'aimer des gens et qu'on m'aime, en fait. J'étais plus dans une recherche de l'amour, parce que, genre, comme je disais, j'avais pas tant de désir sexuel, en fait. Mais c'est juste qu'à un moment, j'ai dû faire une espèce de confusion où je me suis dit, en fait, coucher avec des gens, ça va me permettre peut-être de vivre une relation de couple et du coup d'être amoureuse de quelqu'un et que quelqu'un soit amoureux de moi. C'est comme une espèce de raccourci un peu chelou que je m'étais faite toute seule dans ma tête, de super, je vais coucher avec cette personne, du coup on va être ensemble, du coup il va m'aimer et ça va être incroyable. Parce que la volonté derrière tout ça, c'est juste que j'avais envie qu'on m'aime, en fait. Ouais. Le cul, je m'en battais les reins, franchement, je comprenais pas ce que c'était, toutes ces histoires-là, genre vraiment. Mais je veux en parler parce que justement, je pense pas que tu sois la seule à avoir à faire, je dis des raccourcis, mais c'est pas pour diminuer. C'est que quand j'en parle avec des amis, il y a souvent ce truc de je suis avec quelqu'un, je l'aime, j'ai pas spécialement de désir, mais je vais coucher avec lui et je vais être aimée et il va y avoir de l'amour. Et moi, j'ai une histoire personnelle j'avais un mec quand j'étais au collège et je sentais qu'il allait me larguer. Je me suis dit, vas-y, je vais peut-être commencer à faire des prélis du sexe, comme ça il va m'aimer et pas me quitter, quoi. Donc cette réflexion, je trouve qu'elle est quand même pas mal répandue, en tout cas quand j'en parle autour de moi et quand je vois ma propre expérience. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant quand même grave t'en parler. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a beaucoup tendance à se dire qu'on va avoir conscience de notre valeur dans le fait d'être désiré. Et du coup, on fait facilement des raccourcis entre c'est quoi notre valeur. Est-ce que du coup, si je suis aimée, c'est que j'ai de la valeur. Si donc on couche avec moi, c'est que j'ai de la valeur, c'est que je suis aimée. Enfin, il y a une espèce de confusion générale entre tout ça qui, je pense, est vachement plus féminin. Parce qu'il y a quand même vachement plus ce truc de quand t'es une femme, justement, tu grandis avec toutes ces images en tête d'instrumentalisation de cette propre... J'allais dire séduction, mais c'est pas le mot. Enfin, on grandit avec toutes ces images en tête de... J'arrive pas à exprimer cette phrase. Attends, ça va être super. Super. Oui, en fait, je reprends à on grandit. J'ai l'impression, en fait, qu'on grandit avec tout un imaginaire autour de qu'est-ce que c'est une relation entre un homme et une femme, et qu'il y a quand même beaucoup ce truc passif, actif, disons, dans la femme qui va se faire séduire par l'homme, mais du coup, qui va faire en sorte de se faire séduire par l'homme. Donc, en fait, qui est active à ce niveau-là et donc qui va instrumentaliser ce truc-là en se disant « Ok, donc il faut que je sois séduite par un homme et du coup, je vais me comporter de telle manière, je vais être séduisante, enfin, une espèce d'auto-objectification. » Il y a un vrai jeu qui se met en place, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que, évidemment, tout le monde n'est pas sensible à ça, mais moi, je pense que je l'ai vraiment été de ouf, vraiment dans ce truc hyper classique, tous les clichés de toutes les relations hétéros, genre vraiment... Enfin, j'ai vraiment vécu, en tout cas, ma découverte des relations et de la sexualité comme ça.
J'espère que c'est pas le cas pour tout le monde, hein. Mais genre, moi, grave le cas. Bah, je me demande, est-ce que ça a été influencé par le fait qu'à un moment donné, tu t'es sentie sexualisée ? Et je te dis ça parce qu'il y a un moment donné où moi, j'ai vraiment senti que j'avais une facilité à m'incruster dans un groupe quand j'arrivais, que je parlais de sexualité, et que je voyais que je montrais aux gens que j'étais à l'aise. Donc, je rentrais dans une dynamique de séduction. Et en fait, ça me facilitait toutes les portes, notamment dans les groupes de mecs. Et j'ai arrêté de faire ça quand j'ai commencé à bosser en entreprise et que là j'étais là, je me suis rendu compte de la stratégie, je me suis dit ça va pas du tout le faire de rentrer dans un mode de séduction au travail, et donc j'ai fait de l'hypnose et tout pour vraiment capter pourquoi c'est arrivé. Et en fait c'est vraiment parce qu'à 12-13 ans j'ai compris que il y avait des portes qui s'ouvraient beaucoup plus facilement quand il y avait un truc de séduction ou un truc assumé, et donc en fait c'était le fait d'être sexualisé et comment s'en sortir avec ça. Est-ce que toi il y a un moment donné t'as ressenti quelque chose comme ça ? Grave. Et en fait, je pense que ça a commencé à partir du moment du lycée. Et en fait, je me souviens d'un souvenir très agréable lié à tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à peu près le moment où j'ai commencé à sentir que je me retrouve au lycée dans des soirées, qu'on essayait de me séduire, etc. Tout ça allait avec le fait que je sais pas pourquoi, je pense à partir d'un moment, j'ai dû commencer à me zapper différemment, peut-être un peu plus me pimper ou quoi. Où genre les mecs me faisaient pas mal de compliments, me parlaient beaucoup de mon cul, genre vraiment. Et genre j'étais plus dans... Je faisais pas grand chose à part, disons, me mettre en valeur. Genre, je portais des talons dans mes lol au lycée, je portais des talons. Mais qui fait ça ? Tu portais des talons. C'était en plus des trucs horribles, genre des talons compensés, affreux, tu sais, genre immondes avec de la fourrure et tout. Mais quelle horreur. Bref. Et en fait, je me souviens que, du coup, j'étais pas forcément là à genre créer une ambiguïté ou quoi, mais disons que j'acceptais complètement toute l'ambiguïté que les mecs créaient dans des groupes de mecs. Même pas forcément une ambiguïté, mais juste parler de mon physique hyper ouvertement. On m'a beaucoup dit que j'étais hyper bonne. Genre vraiment, mais genre... même pas forcément belle à la limite, genre j'aurais peut-être trouvé ça plus agréable. Ouais, un tout petit peu, ouais. Bref, mais ouais, du coup... Et en fait, je me souviens que genre j'aimais beaucoup quand un mec disait « Ah putain, c'est trop bonne ». Genre je kiffais de ouf, j'étais là genre... Ouais, il y a quoi, je suis bonne, genre trop stylée. Et en fait, ça donne tout de suite de la valeur. Et c'est ça, c'est que tout de suite j'avais l'impression en fait d'avoir de la valeur. Et c'est là qu'il a commencé à avoir le processus qui s'est mis en place dans ma tête, genre quand je porte un jean un peu moulant là, qu'on voit bien mon cul, genre les mecs ils me kiffent bien, tu vois, j'ai l'impression d'être grave leur pote et genre la plupart du temps il se passait rien, mais c'est juste dans ma tête j'avais l'impression de plus exister parce qu'on allait peut-être me faire une petite remarque, alors qu'aujourd'hui maintenant je trouve ça éclaté, genre j'aime pas du tout qu'on me fasse des remarques comme ça à la volée sur mon physique, etc. Et je me souviens qu'à cette époque, je trouvais ça très cool. Et justement, vraiment, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, génial, j'ai découvert un pouvoir de ouf. En fait, c'est trop stylé d'être une meuf. Tu peux avoir genre ce que tu veux. Genre un peu en mode, j'avais l'impression que je pouvais devenir une michto, que ça allait être super. Genre. Et je trouvais ça hyper séduisant comme idée. Je me disais trop bien, juste moi, mon physique, le fait de me montrer disponible et ouverte sexuellement, ça va faire que tout le monde va trop me kiffer. C'est exactement ça. Bon, très bien. Moi, je du coup, nul. Attention, spoiler alert, les choses ont un peu changé. Je sais, j'espère. Avant de justement passer à cette déconstruction et le fait que tu t'es rendu compte que c'était plus une prison qu'autre chose de se sentir comme ça. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. C'est que toute ma valeur était dans mon corps, dans ma sexualité, dans comment je parlais, dans comment regarder. Je suis trop ouverte, je parle de sexe et tout. Et à un moment donné, tu t'es rendu compte que c'était de la merde et que c'était un gros patriarcat qui était derrière. Mais exactement. Avant ça, je voudrais revenir au fait que tu as dit que tu avais fait sport-études et effectivement, tu as fait de la gymnastique rythmique. C'est ça, c'est de la gymnastique rythmique ? GR, les gens connaissent plus sous le terme de GRS. GRS, mais comme le S a disparu depuis de nombreuses années, attention. Donc c'est gymnastique rythmique, c'est très bien. Bravo. Comment de quelle manière est-ce que c'est venu influencer ton rapport au corps ? Alors, je pense que ça l'a énormément influencé. Genre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, c'est un sport où, surtout que là, du coup, j'avais pratiqué à haut niveau, il y a vraiment le diktat de la minceur qui est très, 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 très présent, en fait, et qui donne un peu la sensation de jamais être assez fin, en fait, qu'on pourrait toujours être encore plus maigre. Déjà qu'en fait, en tant que meuf, je m'en rendais pas trop compte à cette époque-là. Maintenant, je m'en rends plus compte maintenant, mais en fait, le rapport au corps est souvent quand même un sujet extrêmement touchy, où genre si en plus on rajoute une couche de sport à haut niveau où on te fait comprendre que tu dois être vraiment le plus fin possible, je pense que ça crée un truc où ça m'a donné la sensation permanente de ne jamais être assez fine en fait. Et je pense qu'en fait, comme toutes les femmes, et même pas que toutes les femmes d'ailleurs au sujet du poids, en fait je pense qu'on est dans une société où on grandit un peu tous avec l'idée en tête que le fait d'être gros c'est quelque chose de négatif. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un truc quand même très présent, c'est-à-dire qu'on grandit...
c'est en permanence considéré comme quelque chose de mal. Et encore plus les femmes, évidemment. Quand, en plus, en tant que femme, on a en permanence un corps qui est hyper détaillé, analysé, décortiqué, etc. Donc, en fait, ça peut devenir un rapport assez vite obsessionnel, en fait, je pense. Donc, on va dire la couche de sport à haut niveau où on te fait comprendre que t'es vraiment, genre, jamais assez fin. Et en plus, le fait d'être une meuf dans une société patriarcale, je pense que, du coup, et grossophobe, du coup, c'est globalement un rapport compliqué, on va dire. Mais c'est surtout qu'en plus, t'étais un vrai tas de muscles, quoi. Oui, en fait, au-delà de ça, il y avait le fait que déjà, j'étais quand même objectivement assez maigre. Et en plus, en fait, c'est un truc, on fait genre 25 heures de sport par semaine, voire des fois 30-35 heures. Enfin, c'est énorme. Du coup, j'étais vraiment hyper stock. Et en fait, je me souviens que je trouvais ça horriblement négatif. C'est-à-dire qu'en fait, dans ma tête, on m'a toujours fait comprendre... Bon, pas dans le cadre du sport, parce que justement, dans le cadre du sport, c'était bien, mais on va dire dans un cadre extérieur, on va dire plus, je sais pas, au collège ou avec mes potes extérieurs qui faisaient pas de sport avec moi. J'avais tout le temps des réflexions un peu genre, ah, mais on dirait un mec, genre comme si en fait, il y avait que les mecs qui pouvaient être musclés et que moi, en tant que femme, je devais être juste une petite créature fragile et délicate, en fait. Et du coup, j'ai vraiment grandi avec l'idée, déjà, qu'il fallait être vraiment très, très fin, le plus fin possible en tant que meuf, et qu'en plus, surtout pas être trop musclé, enfin pas prendre trop de place, quoi, de manière générale, en fait. Et ouais, alors que je sais qu'aujourd'hui, je pense que, à la limite, ouais, j'ai déjà pris conscience un peu de tout ça, donc j'ai un peu déconstruit tous ces rapports-là, même si ça reste touchy, mais on va dire que pour le fait d'être musclé, aujourd'hui, j'aimerais bien être aussi musclé que ce que j'étais, genre, je regrette cette époque. Mais bon, je me souviens que du coup, j'analysais beaucoup mon corps et tout changement de mon corps. Enfin, c'était vraiment un truc qui prenait beaucoup de place dans ma tête. Et notamment à partir du moment où j'ai commencé vite fait à avoir des seins. Alors, ce qui était bizarre, c'est qu'au moment où j'avais des muscles, j'étais en mode, oh, je ressemble à un mec. Mais par contre, le moment où je commence à avoir des seins, j'étais en mode, quelle horreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, la meuf n'est jamais contente, c'est affreux. Et du coup, genre vraiment, je me souviens que je commençais à avoir vite fait des seins, sachant que c'était vraiment une époque où genre, ils étaient vite fait là, mais genre tranquille, personne ne voyait. Genre vraiment. Et je me souviens que vraiment j'étais trop mate. Genre je voulais pas du tout qu'ils soient là parce que pareil, il y a un truc aussi où c'est un sport où t'as un corps qui est ni homme ni femme. C'est un corps d'enfant en fait, quoi. Et très souvent, les filles qui font beaucoup de sport à haut niveau, d'ailleurs je dis les filles parce que c'est un sport quasiment exclusivement féminin. Et la plupart des gens qui font ce sport, au moment où ils arrêtent, il y a toujours un moment où le corps reprend un peu sa place qu'il a contenu pendant toutes ces années de sport intensif à haut niveau et se développe un peu plus, etc. Et c'est souvent un moment un peu choquant pour les gens qui font du sport à haut niveau. Du coup, moi, c'est arrivé petit à petit. Je crois que c'est pas arrivé brusquement d'un coup, mais déjà quand je sentais que mon corps se transformait, j'étais pas bien. Genre, j'aimais pas, vraiment pas. Aujourd'hui, tu te sens comment dans ton corps? Alors, en fait, du coup, je dirais... Je pense aujourd'hui bien, mais ça vacille beaucoup. Je pense qu'il n'y a jamais un moment où je me dis, mais t'es incroyable. Si, en vrai, c'est assez bipolaire. Il y a des moments où je me dis, mais tu es incroyable. C'est fou. Et des moments où il y a toujours des moments, et je crois que je me trouve en permanence trop grosse depuis que j'existe. Et je me rends compte que c'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un conditionnement qui est hyper ancré et c'est très, très dur de s'en défaire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je sais que j'ai vraiment du mal à accepter de voir mon corps grossir. Parce que je sais que le poids, il fluctue quand même à des moments de la vie. Des moments où je vais maigrir un petit peu, regrossir. Et je considère en permanence ça, quand ça arrive, comme un truc négatif, en fait. Et en fait, je trouve ça vraiment, vraiment très, très nul, en fait, qu'on ait une éducation qui nous forme au fait que être gros, c'est un truc négatif, en fait. C'est-à-dire que moi, dans un monde idéal, j'aimerais pouvoir être grosse, grossir, enfin, avoir n'importe quel corps, en fait, et pas avoir de jugement dessus, en fait. J'aimerais, même juste rien que le fait que le mot gros soit encore considéré comme un truc négatif, on a l'impression que c'est une insulte, en fait. Rien que ça, en fait, c'est un problème, mais on a tous un peu ces conditionnements qui sont hyper ancrés et qui font qu'en fait, ça pollue l'esprit, je trouve, de penser qui sont vraiment quand même inutiles. C'est-à-dire que moi, vraiment, mon esprit est pollué sans cesse depuis que j'existe par des pensées culpabilisantes sur moi, mon poids, etc. Comme si, en fait, on avait un peu en permanence... tout ce diktat de la minceur qui nous imposait des images de Barbie anorexique ou de défilés de mode ou de trucs comme ça. Comme si on avait vraiment toutes ces images qui nous avaient tellement conditionnés que pour réussir à s'accepter comme on est et se défaire de ce jugement
de base, bah, c'est extrêmement compliqué en fait. Ouais, non mais tu sais... Ouais, je suis d'accord. Non mais c'est juste que ça me... Je vois le fait de jamais être satisfait en fait de son image. Soit ça va être trop gros, soit ça va être trop musclé, soit ça va pas être assez ceci, cela. Et moi je trouve, comme tu dis, le mot polluer l'esprit, c'est parfait parce que c'est vraiment apprendre à ne jamais être satisfait de soi. Et en fait, je trouve ça hyper triste. Et moi, je sais que je vois ma mère qui se trouvait grosse toute son enfance. Enfin, parce que c'était un truc genre méga négatif et parce qu'en plus, elle a eu plein de remarques. Je vois des photos d'elle, elle faisait du 34-36. Ouais. Et elle se voit aujourd'hui à cet âge-là, elle se dit, mais en fait, j'étais juste belle. Et elle me dit, sauf que bah, aujourd'hui, avec 30 ans, 20 ans de... Non, 20 ans, pardon, maman. 20 ans de recul, bah, en fait, j'étais juste belle. Et aujourd'hui, moi, ça m'apprend à me dire, bah, j'ai pas envie d'attendre 40 ans pour regarder des photos de moi aujourd'hui, de me dire, je suis belle. Donc, j'essaie de faire cet exercice, je suis belle. Mon poids, c'est génial, même si ça fluctue beaucoup, mais c'est méga dur. T'as toujours une petite voix qui dit, trop grosse. Mais c'est vrai qu'en plus, ce truc, je suis grave d'accord. Je me suis souvenue de moments où je m'étais trouvée sur le moment, bah, comme ta mère, genre trop grosse aussi, parce que bah, pareil, même dans le sport que je faisais, on me faisait en permanence comprendre qu'il fallait vraiment être fin et pas trop bouffer, quoi. Et genre, vraiment éviter de se nourrir, c'est hyper important. Enfin bref, et du coup, je pense que j'avais l'esprit tellement pollué par ça que j'arrivais pas à être lucide vraiment sur moi et ce que je pensais de moi. Et pareil, avec du recul, je regardais des photos, je me disais, mais c'est pas possible, comment à ce moment j'ai pu trouver que j'étais pas bien, comment j'ai pu me juger, enfin... Genre, et là, tu te dis qu'en fait, c'est que c'est pas ton jugement à toi que t'as, en fait, c'est le jugement de tous les autres et de tout ce que la société attend du corps des gens, des femmes en particulier, mais du corps de manière générale, quoi. Là, je crois que je suis dans une phase où ça va, et je sais que mon regard a vachement évolué, bah, justement à partir du moment du lycée où j'ai cru comprendre que j'étais désirable d'un point de vue masculin, dans le sens où je commençais à avoir un peu des formes, mais je restais fine, du coup, je correspondais quand même globalement au stéréotype de qu'est-ce que c'est censé être un corps un peu stylé. Et du coup, le fait d'avoir ce regard des autres qui était en permanence posé sur moi et d'avoir des remarques un peu faites régulièrement là-dessus, ça a fait que ça a entretenu une image de plus en plus positive, on va dire, de ça. Mais c'est comme si dès que cette validation disparaissait, dès que j'avais pas forcément de remarques ou de trucs qui allaient valider ça, et ben ça me ramenait à moi et ça me ramenait à mon avis personnel qui était que j'étais de toute façon toujours trop grosse. Ouais, donc il n'y a pas encore une validation intérieure de « ok, je suis bah, en fait, belle. De temps en temps, elle est là et de temps en temps, plus trop. Et c'est ça, c'est en fait comme si le fait qu'il y a un moment où on commence à me faire des commentaires sur moi, mon corps, sur le fait que je me sente un peu objectifiée, comme si ça m'avait rendu dépendant à ce truc-là, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce truc-là disparaît, du coup, t'as l'impression de plus exister. Du coup, tu te remets en question, ça remet en question ta valeur, etc. Donc... Ouais, je pense que c'est quand même globalement un rapport qui est très influencé par le regard des autres. Et de temps en temps, par un petit délire ego trip où je me dis, mais je suis trop fraîche. Et je sais pas trop pourquoi. Alors que pourtant, le regard des autres est toujours hyper positif. Ouais. Genre, tout le temps, on me dit, waouh, incroyable. Mais enfin, bref, je vais pas te décrire mon corps, ce serait extrêmement bizarre. Mais non, mais en général, justement, j'ai eu un corps très sexualisé assez vite, je pense. Du coup, ça peut flatter, ça a pas mal flatté mon ego à ce niveau-là, mais ça a pas réglé, je pense, tout. Et t'as pas senti une influence bon, je te parle encore que de mes expériences parce que c'est ce que j'ai en tête, c'est que j'ai été sexualisée aussi très vite, le fait d'avoir pas mal de poitrine par exemple. Et aujourd'hui, je sens une grande difficulté au regard des gens ou même des personnes avec qui je suis, avec qui je couche sur ma poitrine. Il y a un truc où j'ai été tellement sexualisée que c'est une zone où j'ai besoin de beaucoup plus de respect que d'autres zones parce que j'ai l'impression que ça peut être méga utilisé. Est-ce que toi, t'as eu ces sensations ou est-ce que ça te parle ou pas du tout? Enfin, j'ai pas du tout une énorme poitrine. Je suis pas sûre qu'elle ait été beaucoup sexualisée, je sais pas. Mais non, mais moi je pense que ça a créé surtout des attentes assez hautes. C'est-à-dire que comme on m'a justement pas mal sexualisée, complimentée, etc., j'ai envie que toutes les personnes avec qui je couche me trouvent incroyable. Et genre que la personne me trouve vraiment ouf et me le fasse comprendre. Et ce qui est nul, quoi, parce que je trouve ça dommage d'avoir autant besoin que son ego soit flatté, quoi, parce que c'est pas là que se joue toute l'affaire, quoi. mais du coup, je pense que ça m'a rendue dépendante à cette approbation des autres. Chose dont j'aimerais vraiment me détacher, hein, c'est le projet. Mais de temps en temps, j'y arrive et de temps en temps, genre, pas du tout. Ouais, c'est un cheminement, je pense. Hein. Passons maintenant à la déconstruction. Il y a eu ce besoin du regard, du désir, de la validation extérieure, elle est toujours un peu là aujourd'hui. Mais à quel moment t'as senti
après ton lycée, après tes premières expériences, que tu voulais changer, qu'il y avait quelque chose à changer justement dans ce rapport au désir? Avec quelle relation, quelle rencontre? Je pense que c'est arrivé assez tard. Ça a dû arriver vers la fin, je pense, de ma première relation amoureuse. J'ai eu, du coup, après le lycée, j'ai rencontré un garçon avec qui on est resté ensemble pendant 5, presque 6 ans, je crois, mais ponctué de petites pauses rapides. Et je sais que je pense que tout le début de notre relation, concrètement, j'étais encore complètement dans ces schémas-là, sauf que c'était hyper apaisé, ma vision, parce que pour le coup, cette personne a été super amoureuse de moi et moi j'étais super amoureuse de lui. Du coup, ça enlevait un peu toutes ces problématiques et en fait, ça solutionnait un peu toutes mes problématiques. C'est-à-dire que je me sentais aimée, désirée. Enfin, cette personne me donnait vraiment de la valeur et c'était une relation hyper bienveillante pendant un moment qu'il a été, je pense, tout le long et du coup, qui m'a fait beaucoup de bien à ce niveau-là et qui a beaucoup nourri ma confiance en moi. Clairement. Mais j'ai quand même senti que il y a eu des petites... il y a eu une rupture à un moment et la relation a redémarré à un moment parce que cette personne-là m'avait trompée vers à peu près le milieu de notre relation et on s'est séparés du coup pendant un petit moment suite à cette histoire-là. Et là, ce truc a clairement plombé ma confiance en moi et j'ai l'impression que tous mes démons un peu sont revenus. Donc clairement, ma confiance en moi n'existait plus, hein, vraiment plus du tout. Et ça m'a ramené à tout... toutes ces problématiques-là d'avoir besoin en permanence de sentir que j'avais de la valeur, me sentir aimée, avoir besoin d'être rassurée un peu en permanence. Et du coup, comme c'est devenu un truc un peu trop prenant et assez négatif dans ma tête, j'ai commencé, je pense, à réfléchir à tout ça, pourquoi. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à me poser des questions. Mais j'ai pas dépassé le stade à ce moment-là de me poser des questions, genre vraiment je pense que disons les 2-3 dernières années de notre relation je me suis posé des questions, je sentais qu'il y avait des trucs peut-être à régler, etc. mais je suis pas sûre que j'ai réglé grand chose à ce moment-là. C'est plus après, on va dire, quand j'ai plus été avec cette personne-là. La question c'est, est-ce que j'ai réglé ce truc de... Non, c'est à quel moment tu as commencé à te poser des questions? Donc c'était avec lui? Oui, c'est avec lui que j'ai commencé à me poser des questions. Et d'ailleurs, là, je pense que j'ai pas réglé ce truc-là, hein, d'ailleurs, très clairement. Je suis en train d'en parler, je suis en train de dire, du coup, quand est-ce que j'ai réussi à me détacher de ça? À te détacher de quoi exactement? De ce besoin, on va dire, de validation des autres, de ce besoin d'être rassuré par le regard extérieur. Enfin, qui a été complètement fracassé par le fait d'être cocu. J'étais là trompée et j'étais là, je suis pas sûre que c'est le bon mot. Ouais, cocu qui m'est venu. Je crois que c'est ça. En fait, du coup, je pense que ça m'a ramené à tout ça. Je me suis reposé pas mal de questions là-dessus. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé que j'étais toujours incapable de trouver cette confiance en moi uniquement grâce à moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin de l'appui des autres et surtout, en fait, des hommes avec qui j'avais des relations, en fait, dans toujours l'envie de plaire, etc. Et que là, le fait d'être avec ce garçon pendant quelques années, en fait, c'est ça qui avait nourri toute ma confiance en moi, en fait. C'était hyper illusoire, en fait, le fait de croire que j'étais super bien et confiante toute seule. C'était vraiment lui qui me donnait cette sensation d'être confiante. Et donc, le moment où, effectivement, il m'a trompée, là, je me suis dit, tout ce truc que j'avais bâti, en fait, c'était vraiment uniquement sur lui que ça reposait, en fait. Et donc, en fait, c'est là que j'ai réalisé que c'était un process hyper instable, en fait, qu'il fallait que ça change, que j'arrête de me dire, je vais essayer de trouver ma valeur dans mes relations avec les autres, mais que je vais essayer de la trouver en moi. En moi. C'est très beau. Oui, c'est ça. Et surtout, en plus, genre, le truc où je me dis, ce qui est trop bizarre, c'est genre le fait que, genre, je parle de valeur, et en fait, il y a vraiment un truc hyper bizarre à se parler de nous-mêmes, enfin... à évoquer cette notion de valeur, c'est un peu un truc comme si on était des espèces de produits de la consommation. Enfin, je sais pas comment dire. C'est trop bizarre. Je sais que genre j'ai toujours eu cette notion de toujours eu envie d'avoir de la valeur aux yeux des autres, toujours avoir envie de compter pour les gens, etc. Mais genre juste ce mot valeur, je trouve qu'il est malsain en fait. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire, mais il y a quand même un truc de... je trouve qu'on est dans une société où la valeur, elle est beaucoup dans la consommation. T'as de la valeur, tu vas coûter cher, t'as de la valeur aux yeux des gens, donc ils vont vouloir payer pour toi. Le fait de compter pour quelqu'un, tu dis qu'est-ce qu'il fait? Il compte ses sous de ce que je vais avoir, j'en sais rien. Après, moi, je sens que j'ai, par exemple, une problématique de valeur et que j'ai besoin de me donner de la valeur, mais je la vois vraiment dans l'amour que je me porte et que ma valeur n'est pas dans les yeux des autres, elle est dans les miens.
Et après, mais c'est quand même la détacher de la société de consommation. C'est plus une valeur intrinsèque de ma personne et de ma personnalité et de ce que j'ai à offrir au monde et vraiment de me connecter à ça. Donc je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que le mot valeur n'est pas malsain dans tous les cas. Il peut l'être si justement tu t'appuies sur la valeur dans les yeux des autres. Sauf qu'elle est dans... Enfin, moi, j'essaie de nourrir le fait de l'avoir dans la mienne. Je t'appelle quand... Oui. Je t'appelle quand j'arrive. Ah oui. Clairement. Mais du coup, c'est exactement ce truc-là que j'essaye... Enfin, que j'avais envie d'avoir, en fait. Et que j'essaye encore aujourd'hui d'atteindre, en fait. Et je pense que c'est vraiment à la fin de cette relation que j'ai pris conscience de tout ça. C'est-à-dire que tout mon collège, lycée, toute cette relation, j'avais pas conscience de là, toutes ces problématiques qu'on vient d'aborder et de à quel point c'était présent. Et du coup, la grosse différence, c'est qu'à partir de là, j'ai pris conscience que c'était quelque chose qui m'influençait beaucoup. Du coup, je me sentais un peu victime de ce besoin de validation un peu permanente. Et je pense que déjà, le simple fait de prendre conscience de ça, ça fait qu'on peut déjà commencer à prendre un peu de la distance par rapport à ça. Et se dire, attends, là, pourquoi t'as besoin d'être validé en permanence, machin. Et tu fais un peu on va dire le tour de ce que t'as vécu. Tu dis, ok, je comprends pourquoi j'ai besoin de ça. Et du coup, ça a commencé à... disons, être une première étape de déconstruction de tout ce truc, c'est-à-dire de comprendre pourquoi je ressentais ça et de l'accepter du coup. Donc pas forcément que ça sorte de ma vie, parce que je pense que c'est pas le cas et c'est toujours des choses qui viennent, qui repartent. Genre là, aujourd'hui, je pense que j'ai conscience de tout ça, donc la plupart du temps, en soi, ça va, mais je sens que dans certaines situations de ma vie, il va y avoir des moments où souvent, quand ça va être des moments de perte de confiance en moi, et ben, je vais avoir systématiquement besoin de ce truc, de me sentir validée, aimée, désirée, etc. Donc ça peut revenir, mais au moins j'ai conscience du mécanisme, de pourquoi c'est là et comment faire pour essayer de l'éviter. Est-ce que ces questions, c'est à ce moment-là qu'elles se sont corrélées avec des questionnements sur... Tu veux tousser? Non, je vais me moucher dans ton t-shirt, je sais pas pourquoi. C'est hyper... genre, je me cachais derrière ton t-shirt, c'est hyper bizarre de faire ça. Attends. Est-ce que je peux manger juste un tout petit bout de gâteau? Vas-y, mange un bout de gâteau. Ah, je crois que j'ai déjà mangé 2 parts dessus. Non, celui-là, j'ai mangé une part. Oh, pardon. Vas-y, je vais mettre pause. Oh Vous venez d'écouter la première partie de l'interview de Coraline. Rendez-vous dans une semaine pour découvrir ses réflexions et son cheminement vers la relation libre, l'exploration de sa jalousie, son expérience de plan A4 et son questionnement sur les modèles qu'on nous impose. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Ça, ce serait vraiment très cool. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Terres Intimes.